être assez dense, je vais essayer de faire en 30 minutes, d'essayer de construire justement ces codes ou ces programmes qu'il y a derrière qui paraissent mystérieux. En tout cas, c'était fait d'une certaine manière jusqu'à il y a 5 ans et qui sont pensés de manière assez différente. Ça va continuer, la programmation classique, c'est sûr. Mais pour vraiment faire des systèmes complexes et s'intéresser aux problèmes qui sont un peu posés, de conscience de machine, de compréhension, de sémantique, je pense que l'approche que je vais vous montrer, qui est partagée par un certain nombre de laboratoires dans le monde, donne quelques pistes. Donc je travaille en vie artificielle. L'objectif, c'est d'essayer de concevoir des systèmes, des programmes, des machines physiques qui ont des propriétés du vivant, c'est-à-dire qui peuvent s'adapter, qui peuvent évoluer, au sens darwinien du terme, qui peuvent apprendre, au sens intelligence artificielle, et qui peuvent se répliquer, comme un virus informatique, ou comme un robot qui imprime un autre robot, type Terminator, ou comme une cellule vivante sait très bien le faire, puisque chacune de nos cellules sait se diviser de manière magnifique, donc au niveau de la biologie. Donc j'ai essayé de faire un lien, enfin il y a un lien évident sur la mémoire. On va pouvoir parler de mémoire aujourd'hui des humains. C'est bien sûr un phénomène extrêmement complexe. Quand on veut analyser un phénomène complexe dans une discipline scientifique, on peut dire qu'il y a deux approches. Une manière de dire, bon, mais voilà, il y a un phénomène complexe, une foule qui fait ceci, cela, une pensée. Et ce phénomène complexe, on le décompose en éléments, on regarde des interactions, on appelle des systèmes multi-agents, et on essaie de modéliser ça. Et l'approche vie artificielle, c'est de dire, oui, mais ce système vient de quelque part. Quelle a été l'embryogénèse de ce système, c'est-à-dire comment il est apparu. S'il est là, c'est qu'il venait de quelque part. Et c'est à travers ça que je vais essayer de guider cet exposé. L'objectif, là, on va y revenir à la fin, c'est ça, c'est de dire une architecture de mémoire, ça suppose pour une architecture, il faut qu'il y ait déjà des structures. Une structure, c'est par exemple des composés chimiques qui se mélangent entre eux, ça fait une forme, du sel, du poivre, du mélange. Une architecture, il commence à y avoir des fonctions organisées. Et pour pouvoir concevoir une architecture, eh bien, il y a un modèle, qu'on appelle un modèle bio-inspiré, incarné, qui est que le monde réel, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, depuis l'apparition de la vie, donc il y a à peu près 2 milliards d'années, il y a des êtres qui se sont développés. Et il y a une boucle qui est perception-structuration. Structuration, auto-structuration, auto-organisation de mécanismes pour vivre dans un environnement. C'était vrai pour les bactéries, les éponges, les premiers mammifères, jusqu'à nous. Et cette boucle-là, donc perception-structuration, dont Foresta entre autres écrit pas mal là-dessus, c'est qu'il y a des capacités des senseurs, quelque part, des capteurs de choses qui existent, de patterns de l'environnement, qui fournissent des perceptions d'un monde, que l'on construit dynamiquement, qui s'auto-organisent, comme justement sur la pensée ou la représentation de notre environnement. Et dessus on agit, comme un enfant qui a besoin de faire tomber les choses pour s'apercevoir qu'il arrivera. Et cette action fait qu'il va y avoir une boucle qui, à nouveau, modifie la structuration de ce qu'on se représente. Et on va, par cette nouvelle structuration, percevoir de nouvelles choses. Voilà. C'est l'idée générale, c'est ce qui... une bactérie, par exemple, il y a des travaux de recherche donc, très poussés. Une bactérie, elle a des senseurs, elle détecte des molécules à l'extérieur. Elle a un flagelle, ça peut tourner jusqu'à 50 000 tours, un flagelle, une sacrée machinerie. Et la bactérie, elle a un réseau de régulation génétique, elle n'a pas de neurones, mais elle a un réseau de régulation génétique qui active ou qui inhibe des mécanismes qui font tourner son flagelle pour qu'elle n'aille pas sur les toxines, mais qu'elle aille sur la nourriture. Donc, quelque part, il faut qu'elle apprenne un mécanisme de survie. Et les premières bactéries, donc, on dit, les cyanobactéries, il y a 2 à 3 milliards d'années. Bon, après, on retrouve les êtres plus évolués, avec des neurones, déjà relativement simples. Et puis, jusqu'à la constitution de notre cerveau, le néocortex, on va essayer de construire ça, de voir ce que ça peut, on peut faire des machines qui sont un peu bâties sur ce principe. Donc ça c'est une petite historique biologique en 2 mots des créatures artificielles. Donc ceux qui connaissent un peu, c'est Artificial Creature. Ça ce sont des travaux à l'origine en 77, je ne sais pas de promoteur là.
de Tallman en Suisse, il fallait des centaines de milliers de codes pour faire bouger les lèvres. C'est des systèmes très compliqués à programmer, d'une enveloppe, et c'est l'homme qui fabriquait le système. En 1994, Karlsson a fait un film séminal, aussi grave de 1994. Il a fait évoluer sur des machines parallèles des milliers de programmes aléatoires qui assemblaient des blocs. Ces blocs étant dotés de senseurs artificiels en 3D, d'un réseau de neurones artificiels qui fait que quand un bloc touche, ça agit sur un muscle virtuel, une équation mathématique, et il a fait comme ça évoluer le générateur de ces créatures. Donc un générateur, c'est un bout de programme qui va synthétiser une créature, fabriquer une créature au hasard. Il en fabrique des milliers, il les essaye dans un milieu liquide simulé, dans un simulateur physique. C'est les simulateurs physiques dans les jeux, on laisse tomber un objet. Et il sélectionne celles qui ont l'air de se déplacer et il va croiser les codes génétiques, c'est-à-dire les bouts de programme qui génèrent la créature. Il les croise en mémoire, c'est des bouts de mémoire qui sont mélangés. Il les mute, comme le crossover et la mutation, et il recommence ça jusqu'à ce qu'une créature fonctionne. Voilà. Donc c'est la première fois que c'est une machine qui a produit, vous allez voir, des animations de films pour pouvoir faire assembler des blocs virtuels. Ça, je vais appeler ça l'approche phylogénétique, c'est-à-dire que c'est un arbre génétique qu'on fait évoluer, c'est un ensemble de programmes, on transmet des gènes jusqu'à ce qu'une créature fonctionne. Ça, c'est la première approche, l'approche phylogénétique. La deuxième approche qui est arrivée dans ces années, là, 2000, où Doursa, entre autres, aux États-Unis, Cornell, MIT, notre équipe, Paris 6 en France, c'est de dire, mais plutôt que d'assembler des blocs pour faire des robots comme ça, on va faire pousser à partir d'une cellule virtuelle une créature, et si possible, cette créature, elle aura des muscles, elle aura des os, elle aura un réseau de neurones, elle aura des nerfs, donc neurones et nerfs c'est la même chose, et elle va devoir réaliser des choses dans un environnement simulé. Et si la biologie synthétique, telle qu'aujourd'hui, cette science se développe, fournit les outils, à ce moment-là, on programmera des bactéries ou des cellules pour qu'elles réalisent ce que le système fait en virtuel. Sachant qu'au bout de tout ça, ce qu'on va vouloir développer, c'est des réseaux de neurones qui sont capables de créer des représentations du monde et une mémoire de l'environnement, une mémoire prédictive. Donc voilà tous les niveaux. Ça va? Bon, il y aura quelques notions un peu théoriques au départ, puis après c'est des films, je pense, qui permettent de le comprendre. Donc l'idée, c'est qu'on va faire évoluer des systèmes qui se développent. Évoluer au sens de Darwin, on fabrique des milliers de choses. Ils se développent, si c'était pas bon, on les élimine, sinon on les croise, etc. Donc, les trois notions un peu théoriques, et ça faisait des années que beaucoup d'équipes, en tout cas à Toulouse, ont travaillé, et j'avais jamais trouvé des choses vraiment structurées pour le présenter, et puis Daniel Mange, là, qui est le chercheur en Suisse, là, dans les années 80, il avait déjà très bien défini ça, sachant que les notions initiaux, c'était Fondemann, l'inventeur de l'informatique, on va dire, dans les années 1950, qui avait parlé des automates cellulaires, de l'intelligence artificielle et tout ça. C'est des travaux très anciens, mais on n'avait pas les machines. La phylogénétique, c'est la capacité d'évoluer, de transmettre son patrimoine génétique à travers chaque génération. Et vous savez qu'on classait autrefois l'arbre phylogénétique en fonction des caractéristiques des espèces. Il a un museau, il a ceci. Aujourd'hui, c'est avec le code génétique, puisqu'on est capable de décoder le code génétique des différentes espèces. Donc on travaille. Sur la Terre, 99,99% des espèces vivantes sont des bactéries. Et après, il reste les plantes. Et nous, on est un tout petit bout de ça. Nous, humains, on a 10 puissance 14 cellules. C'est 1 suivi de 14 0 cellules, c'est énorme. Chaque cellule a un code génétique, l'ADN, qui comporte 4 milliards de codes, ATGC, qui sont des protéines. Et ce code-là permet un développement extrêmement complexe qui est de l'être vivant. Mais il faut savoir que le boulot, je crois, il a 45 000 gènes, alors que nous, on n'en a que 30 000. Donc 4 milliards de codes, mais c'est 30 000 programmes. Le boulot en a 40 000. Et nous, on a 10 à 100 fois plus de bactéries dans notre corps que nos cellules. Donc on n'est pas des êtres extraordinaires, les humains, on est un écosystème. Avec des bactéries qui ont un code qui, elles, ont évolué pendant 2 milliards d'années
tandis que nous, nos codes d'humains ont quelques dizaines de millions d'années. Et parce que le vivant, c'est ça. Les connaissances scientifiques du vivant, c'est ça. Donc on peut se dire, on pourrait faire des programmes peut-être qui seraient basés sur cette idée, qui auraient la capacité de créer de la complexité, de représenter l'environnement, etc. Donc c'est ce qui est dit à travers ce principe phylogénétique. Deuxième notion, l'ontogénèse, on va le voir, pousser, c'est faire pousser. Tout être vivant pousse à partir d'une cellule unique. Alors qu'aujourd'hui, les programmes, les machines qu'on fabrique, on met des roues sur des voitures, on associe ceci. Mais vous regardez un arbre, ce n'est pas des feuilles collées à une trompe, c'est une seule cellule qui a développé des feuilles de tronc, toutes les parties. Et quand vous regardez un arbre, ce que vous voyez, c'est la trace de son existence, de son vécu depuis qu'il était une cellule, et toutes les interactions qu'il y a eu au cours de son développement. C'est-à-dire l'embryogénèse de l'arbre, jusqu'à ce qu'il a été coupé, il y a eu du vent, ceci, cela. Donc, le vécu d'un être vivant, il porte les traces, la mémoire, dans sa morphologie, mais dans ce qui va se représenter de l'extérieur lorsqu'il construit une représentation neuronale de son environnement. Donc on appelle ça l'ontogénèse, c'est le processus de développement à partir d'une cellule d'un système. Donc pour l'humain, c'est l'œuf initial, la première division, le morula on appelle, puis la gastrulation, puis le fœtus, puis le développement. Et la troisième notion, qui est celle qui est traitée ici, en fait, l'objet de ce colloque, l'épigénèse. Alors l'épigénèse, en biologie, ça a plusieurs sens, mais c'est le rapport entre le gène et l'individu. Moi, par exemple, j'ai 4 milliards de codes, j'ai un grand-père, je suis arrière-descendant d'Henri IV, peut-être, il y a eu beaucoup d'enfants, je suis de Pau, et c'est le ver galant. Et donc, il y a des codes comme ça qui se sont transmis, et puis il y a eu, mais ça date depuis des millions d'années que l'homme, c'est parti dans tous les sens, et puis il y a l'existence, il y a tout le vécu, donc l'épigénétique, on peut dire, c'est le vécu, c'est l'interaction entre un individu, il s'est développé jusqu'à ce qu'il arrive à naître pour un enfant, ou pour un moustique, c'est pareil, il sort. Et c'est son expérience, il reçoit des patterns tout le long de sa vie, il fait des actions, et donc l'épigénétique, ça va être ce rapport-là. Et je pense que la mémoire, c'est vraiment un processus épigénétique au sens biologique du terme, si on recherche un peu précisément. Et l'idée, donc, c'est que si on fabrique une machine qui a ces trois propriétés, ce sera difficile de la discerner d'un système vivant. Alors, deux petites notions. Pour faire ça, comment on les programme, comment on conçoit les programmes. Donc, on utilise essentiellement des algorithmes génétiques, on appelle. Alors, ce n'est pas des vrais génétiques. Nous, par contre, par exemple, en équipe, on travaille avec des biologistes qui, eux, manipulent les vraies cellules. Nous, on fait des cellules en virtuel et on regarde que ça se comporte pareil, qu'il n'y ait pas d'écart. Donc, algorithme génétique, le principe, c'est qu'on fabrique des milliers de candidats possibles, d'architecture, de ceci. On les évalue dans un problème, c'est-à-dire on les évalue dans un simulateur du monde réel. Un simulateur du monde réel, simulateur mécanique, c'est vous lâchez un objet, il tombe, il rebondit, vous faites taper deux objets, c'est les lois physiques qu'on connaît sur les masses. Il pourrait y avoir des simulateurs thermiques. Vous avez déjà vu un moteur avec rouge c'est chaud, bleu c'est froid. Des simulateurs acoustiques, des simulateurs vibratoires, hydrodynamiques. Aujourd'hui, il existe dans le monde des milliers de simulateurs. Ces programmes-là, on leur met des choses dedans et ils ont l'air de se comporter comme ça se comporte dans notre monde parce qu'on a construit des lois physiques pour modéliser notre environnement. C'est votre pensée, bien sûr. Donc on les met là-dedans, on sélectionne ceux qui ont l'air adaptés, on appelle une fonction de fitness, on modifie, on fait évoluer au sens darwinien, on recommence jusqu'à ce qu'une solution se fabrique toute seule. Donc on appelle ça un phénomène d'émergence. C'est le problème, on fabrique des milliers de bêtes, on les met dans le simulateur, celles qui font ce qu'il fallait, il faut aller monter un escalier, celles qui arrivent, elles sont sélectionnées. Voilà. Donc ça, si on veut faire pousser des réseaux de neurones qui doivent apprendre, on va fabriquer des milliers de réseaux de neurones, comme on a fait dans la nature pendant des milliards d'années, 800 millions d'années. Et puis, il y a certains qui vont être capables d'apprendre, d'autres non, et puis on va se faire ce mélange-là à tout instant. À l'informatique, donc là, qu'est-ce que c'est les codes? Ça, c'est une équation mathématique, c'est le génotype. Cette équation, on peut la stocker en mémoire avec 11 nombres réels, un vecteur de 11 nombres réels. C'est le gène.
Si je l'interprète avec un programme, en fait, c'est une surface équipotentielle, on appelle, ça va tracer une sphère, une surface implicite, comme on voit dans les logiciels là, manipulés. Je peux fabriquer des milliers de gènes comme ça, de séries de 11 nombres au hasard. Je les trace, et puis je sélectionne ceux qui va donner une forme de cœur. Donc ça va donner n'importe quoi. Je vais sélectionner les gènes qui fabriquent des choses qui ressemblent un peu à un cœur. Ceux-là, ils vont avoir une bonne note. Je prends 2 vecteurs de 11 nombres, j'échange ces 3 nombres avec ces 3. Je refabrique 2. Je fais ça des milliers de fois. Au bout d'un certain temps, je vais trouver l'équation d'un cœur. Ce n'est pas moi, humain, cognitivement, qui l'ai programmé. C'est la machine, par révolution, qui a trouvé la solution. Et c'est en ça que les algorithmes de Google, quand je parle, on va y aller sur l'affaire, c'est en ça que Google apprend maintenant. Ce sont des mécanismes qui construisent. Ce n'est pas le programmeur de Google qui dit c'est ça l'ordre, mais c'est le fait d'explorer les données, l'environnement, qui fait que ça construit la connaissance. Ça, c'est un autre exemple. Ce sont ce qu'on appelle des L-systèmes, donc des grammaires. A produit ça, B produit ça, A produit d'ailleurs C, B, D, B produit A. A, ça va être, on appelle récursif ou fractal. Et ça, c'est une grammaire, et ça, c'est une lettre artificielle qui est représentée en 3D. C'est-à-dire que quand il y a une lettre, je trace un trait, quand il y a un crochet, je tourne à gauche ou à droite. Vous pouvez regarder sur Internet, L-système. Faites pousser comme ça des forêts, des choses comme ça. Parce qu'un réseau de neurones, bon, vous m'excuserez, les transparents, donc c'est pas ma présentation, j'en ai des petits bouts, mais ma machine a grillé hier, donc j'ai assemblé ce matin et hier. Ce réseau de neurones est capable de piloter par exemple une voiture ou d'apprendre à reconnaître un dessin, comme ça. Un réseau de neurones, c'est un génotype. Je peux en fabriquer des milliers au hasard jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse ce que je veux. Et pour nous, bien sûr, ce sera qu'il ait la capacité de représenter l'environnement et de mémoriser et de prédire des choses de base. Donc ça, c'était la grammaire. Et pour pouvoir évaluer un individu, on va le mettre dans un simulateur. Donc une créature artificielle, on la place dans un environnement sur un ordinateur, c'est dans lequel il y a un simulateur. Et là, vous avez 2 exemples de simulateurs. Donc ça tourne en temps réel sur une machine comme ici. Ici, vous voyez, on dirait effectivement, ça fait comme la fumée à droite. C'est-à-dire, il y a les équations, ce n'est pas les vraies équations, on dit de Navier-Stokes, c'est simplifié, mais ça tourne en temps réel. On peut faire mettre une force dans un simulateur, et le simulateur dit ça fera comme ça. Les lois feront que ça évolue comme ça. Là aussi, ce sont des simulateurs, donc il y a des dizaines de milliers de particules à gauche qui font la fumée. Donc en fait, on dit j'éjecte 10 000 particules avec telle vitesse au départ, dans ce sens-là, et le simulateur va fabriquer le vortex, enfin le phénomène physique qui se passerait s'il n'y a pas d'air, ou enfin s'il n'y a pas trop d'air, ou des choses comme ça. Donc l'idée, enfin, on va synthétiser les créatures artificielles, on les met dans un monde simulé, un simulateur, et on fait évoluer ça jusqu'à ce que ça marche. C'est ça l'idée des approches. Donc cette approche, on va y avoir 3 parties. Donc l'approche phylogénétique, donc c'est cet arbre où on transmet des gènes. L'ontogénèse, où on fait pousser à partir d'une cellule, et l'épigénèse, où on va créer une mémoire, on va créer une intelligence. Donc ça, ce sont les travaux originaux. La grammaire est ici à gauche. Donc ça, c'est le génotype. Il y a un réseau de neurones qui calcule des fonctions qui est fait au hasard. Et Carl Sims a fabriqué un autre film, donc je ne sais pas si vous le connaissez, je le passe. Voilà, ces créatures-là, ce sont les meilleures après évolution. Il a fait tourner ça sur 64 000 processeurs dans les années 85, c'est une connexion machine aux États-Unis. Et voilà, donc cette créature, c'est la meilleure après évolution. C'est-à-dire, c'est celle, la fonction de fitness, c'est la plus grande distance parcourue dans le simulateur. On ne voit pas toutes celles qui ont loupé, qui font n'importe quoi, puisque c'est un truc aléatoire au départ. C'est une exploration aléatoire. Et par contre, lorsqu'un gène a l'air de faire bouger quelque chose qui avance, on calcule la distance, à ce moment-là, on lui met une bonne note. Et ce gène va être recombiné avec un autre gène qui fabrique une autre créature. C'est comme si je branchais les pattes de l'une sur le cerveau de l'autre, etc. Voilà. Ça, c'est ce qu'a fait Carl Sims. Moi, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui encore des étudiants brillants, dont Nicolas Lassalle, qui a refait la même chose 12 ans après, parce que quasiment personne n'était arrivé à refaire les travaux de Carl Sims.
Et il a confronté ces créatures à des problèmes de plus en plus difficiles. C'est-à-dire que l'environnement devenant plus sélectif, il fallait que ces créatures développent des capacités supérieures. Celles-là, par exemple, devaient monter les escaliers. Pour monter les escaliers, ben, celles qui sont courtes, elles tombent, elles ont une mauvaise note. Donc automatiquement, ça va sélectionner les gènes qui, par hasard, fabriquent des créatures longues. Celle-là, elle a des pieds. Et les pieds, c'est bon pour monter l'escalier, parce que dans le simulateur, le temps qu'elle met pour monter est court. C'est l'évolution qui guide le processus de conception de la solution. C'est l'évolution, sans pas venir, qui guide le processus, qui conçoit ça. Ok ? À partir du moment où c'est conçu en virtuel, ça a été fait à Cornell en 2007-2008, un postdoc de Nicolas Lassalle, j'ai eu la chance moi d'y aller là-bas aussi. On a conçu en virtuel, mais maintenant on n'a qu'à fabriquer le robot. Vous avez une imprimante 3D, c'était en 2008 à Cornell, qui fabrique des éléments d'un robot modulaire. Donc sur YouTube, vous tapez modular robotique, vous allez voir tous les travaux dans le monde entier. Modular robotique, ce sont des robots dans lesquels ils sont composés de cellules, mais ces cellules, c'est des gros morceaux. Il y a le moteur, il y a le calculateur dans chaque élément. Hein. Ça, c'est un processeur qui va pivoter, qui fait plein de choses. Nous, nos cellules, le vivant, il a fait beaucoup plus petit. Il y a le programme également dedans. Et le robot va être capable de développer une forme qui va lui donner les capacités de se mouvoir ou de réaliser des choses. Donc là, ici, la forme, elle est faite à la main, mais il existe des robots dans lesquels on le fait automatiquement. Donc ici, on crée cette forme-là. On met cette forme-là dans le simulateur qu'on a vu précédemment. Le simulateur, il essaye toutes les contorsions avec un algorithme génétique pour trouver, ayant telle morphologie, qu'est-ce que je fais pour me déplacer. Donc il va trouver le programme qui fait les mouvements, et à partir du moment où ça a été fait en virtuel, alors on le fait faire au robot. Donc le programme est adapté à la morphologie. Ça c'est intéressant parce que pour tous ceux qui font de l'informatique, aujourd'hui on fait d'un côté des machines, de l'autre côté des programmes. Là c'est la morphologie qui a fabriqué le programme. Mais dans l'évolution c'est quelque chose, nos sens, nos perceptions, nos réseaux de neurones, notre proprioception, notre équilibre, etc. Ça s'est co-développé avec les organes que l'on a. Mais c'est vrai pour le ver de terre, c'est vrai pour la méduse, pour l'aigle ou pour la brebis. C'est évident. Ce sont des systèmes qui sont co-développés, avec un code génétique qui évolue et une interaction avec l'environnement qui fait de la sélection, parce que le but absolu de tous les graines du vivant, c'est, comme les étudiants adorent ça, se nourrir et se reproduire. Voilà. Parce que s'il n'y a pas ça, l'espèce disparaît. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des dizaines de millions d'espèces qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas arrivé à réaliser cette fonction. Donc ça, c'est la même chose un peu, mais l'idée, c'est qu'on peut arriver à imprimer simultanément la morphologie et le contrôleur, c'est-à-dire que ça a été fait en 2008 à Cornell. Le poisson a été conçu en virtuel avec sa batterie, avec l'effecteur, le switch tout, et avec une imprimante dans laquelle, dans des seringues, il y a de la résine où on met du plomb, du cuivre pour fabriquer une batterie. Le poisson a été entièrement imprimé, le robot entièrement imprimé. Donc ça veut dire que c'est une machine qui peut concevoir un robot, et si cette machine peut l'imprimer, on commence à faire un petit pas vers Terminator, ou en tout cas sur des machines that design and print other machines, qui est le nom du laboratoire de Hod Gibson à Cornell, qui est le meilleur laboratoire au monde. Vous pouvez le chercher, Hod Gibson à Cornell. Ça va? Ça change un peu des explosions. Je suis désolé. Essayer de faire le lien au fur et à mesure. Autre approche, c'est se dire, oui, mais ces machines-là, tout à l'heure, il y avait les cubes d'un côté, l'ordinateur de l'autre. Alors cette machine-là, ici, qui a été faite à Cornell également, elle est formée d'un certain nombre de membres, mais le programme ne sait pas la morphologie. Et le programme, le simulateur, tourne sur le calculateur central. Donc il tourne sur elle-même. Donc ce système est autonome, il a uniquement une file électrique. Il ne sait pas s'il a 3 pattes ou 4, il ne sait pas combien il y a de morceaux dans chaque patte. Chaque morceau, c'est un processeur avec sa mémoire, son programme et tout. Et donc, ce que fait cette machine, c'est qu'elle lance un algorithme de représentation d'elle-même. Alors, c'est un grand mot, hein. Les artistes... hein. En fait, elle cherche à savoir comment elle est faite d'un point de vue topologique. Donc, vous voyez, elle envoie des mouvements et elle regarde comment elle se donne.
qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, elle va dire, ah, tiens, j'ai telle morphologie. Elle va trouver sa morphologie. Là, ça y est. À partir du moment où elle trouve sa morphologie, on va lancer l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, qui est, je veux me déplacer avec cette telle morphologie. Donc l'algorithme génétique fait toutes les contorsions possibles en virtuel. Et une fois qu'elle a trouvé en virtuel, à ce moment-là, elle va le réaliser en réel. Petit jeu de torture des scientifiques, on va lui casser une patte. À ce moment-là, il y a une différence entre ce qu'elle calcule, elle, qui devrait se passer dans son monde virtuel, sa prédiction, et ce qui se passe en vrai. Donc elle relance un algorithme de comment je suis constitué. À ce moment-là, elle s'aperçoit qu'elle est comme ça, et le programme d'apprentissage par évolution de la locomotion est relancé, l'algorithme génétique, et une fois qu'elle a trouvé ayant telle configuration, à ce moment-là, elle va le réaliser avec sa nouvelle morphologie. On appelle ça un système résilient. Quasi la totalité des ingénieurs dans le monde qui conçoivent des moteurs, des éléments de la mécanique ou comme ça, ils essayent de concevoir des systèmes résilients. C'est-à-dire que même si une partie est cassée, ça continue, la fonction est maintenue. La résilience. Donc ça, c'est une capacité du vivant, la résilience, avec une patte cassée, un chien, il arrive à se débrouiller encore. Le vivant a également une autre propriété qu'on va voir après avec les cellules, c'est la régénération. On peut la queue d'un lézard. Nous, on se blesse, on est capable de régénérer une partie. Cette machine-là qui est fabuleuse, enfin la mienne qui était fabuleuse, qui valait 3 000 €, il suffit qu'un transistor soit grillé, ça doit être le cas, tout s'arrête. Alors que le moindre système vivant, les cellules sont changées en permanence et ce sont des systèmes qui s'automodifient en permanence. Donc juste pour illustrer ça, et assez vite, je montre quelques exemples de machines comme celle-là, qui ont la capacité. Donc c'est une machine cellulaire, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cellules, nous on en a des milliards. Et cette machine est capable d'aller prendre un bout, une cellule qui ne marche pas, d'aller la sortir, et puis de se reconfigurer. C'est-à-dire la morphologie se reconfigure en fonction de ce qu'elle a à faire. Ce que fait le vivant depuis des milliards d'années. Vous avez des artistes qui ont utilisé ça, je vous passe le principe, mais Theo Johnson, qui a été exposé récemment, là, le mécanisme qui transforme un mouvement circulaire en système de marche a été fait avec un algorithme génétique et il a fait des œuvres extraordinaires basées comme ça. Ce n'est pas lui qui a conçu le mécanisme, c'est l'algorithme qui a conçu ce mécanisme de base. Vous avez des chercheurs qui ont fait ça à Cornell, des Allemands. Cette bête est entièrement autonome, c'est-à-dire qu'elle embarque des réseaux de neurones qui ont évolué par algorithme génétique. Le gène, c'est un réseau de neurones. Ces neurones contractent des pattes, c'est un vrai objet, c'est pas une boule de synthèse. Cette créature est capable de décoller, se déplacer, se reposer de manière entièrement automatique. Et ça, c'est le hall de Festo aux États-Unis, en Allemagne. Festo, c'est un des plus grands fabricants de machines mécaniques au monde. Les Allemands sont parmi les meilleurs. Hein. Pour Mercedes, ils font BMW, Volkswagen aussi. Et, donc ce sont des machines dont c'est pas l'ingénieur qui a programmé, on ne sait pas programmer ça parce que ça ne marche jamais. Enfin, le pal qui bat en l'air, c'est pas très précis. C'est pour montrer qu'il y a des applications. Ça, c'est Neri Oxman au MIT. Donc si vous êtes intéressé, il y a des applications dans la fabrication d'éléments. Et on va en venir là. Cette deuxième approche, l'approche ontogénétique, pour l'illustrer. Je vais passer très vite. L'approche ontogénétique, ça consiste à essayer, à partir d'un réseau de régulation génétique, dans chacune de nos cellules, on a un réseau qui régule le développement. La première cellule, elle a un gène, et il faut activer et inhiber des parties de ce gène. C'est le mécanisme le plus profond que l'on ait, qu'on connaisse en biologie du vivant. Ces réseaux de régulation génétique, ça nous permet de fabriquer des choses comme ça. J'ai juste un film là-dessus. Voilà un programme. La tache rouge, c'est un programme, c'est une tâche qui a un code. Le code de la première tâche, il a évolué avec un algorithme parce qu'il doit développer une créature qui a cette forme-là. Et il va consommer et faire des choses dans l'environnement. Donc il va se développer comme ça. Ce programme
se duplique une thread dans un deuxième programme, il lui passe une copie, et ça doit suivre une forme qu'on a prédéterminée, qu'en fait, dans l'embryon, c'est le positionnement des yeux, etc. Donc là, ici, on n'assemble pas des blocs, comme on a vu comme tout à l'heure, mais on fait pousser à partir d'une cellule. Chaque cellule, elle a son code. Le gros intérêt, c'est pas la résilience, ici, c'est la régénération. Si vous regardez au centre, ici, on tue des cellules pendant que cet être est en train de se développer. Les cellules qui sont autour vont faire naître, vu qu'il y a de la place, des filles. Une cellule, quand elle se duplique, il y en a deux. Mais celles qui naissent là, comme la nourriture a été consommée par celles qu'il y avait avant, vont mourir, jusqu'à ce que la diffusion, qu'on appelle le gradient, amène de la nourriture et que ça puisse se cicatriser. Donc ça, c'est un des premiers modèles au monde qui permet de cicatriser, c'est-à-dire qu'un programme se régénère. Ça pourrait être des programmes sur Internet, ça pourrait être des réseaux, ça pourrait être des bouts de mémoire, d'ailleurs, des bouts de neurones qui mémorisent. C'est le principe de l'ontogénèse. Là, juste pour vous montrer, qu'est-ce qu'on aimerait faire avec ça, c'est faire pousser des systèmes. Par exemple, vous avez ici un monde simulé chimique, ici hydrodynamique, et là physique. Trois simulateurs sur des machines différentes. Les cellules qui sont ici vont se développer, avec le principe que l'on a vu, et on va fabriquer, en fait, ce qu'on voit en haut à gauche, c'est un axe avec deux os et des muscles. Et si on tire sur les muscles, ça doit faire bouger les os. Mais ça pourrait faire 1 ou 2 microns. Et on pourrait, sur une plaque, faire pousser 100 millions de micro-muscles avec des os qui sont contractés par des systèmes comme ça. Nous, on est en virtuel, mais ça peut se réaliser en biologie synthétique au niveau physique. Les équipes, j'ai un petit film là-dessus, je vous montre ce petit film, celui-là. Ça, par exemple, c'est une vraie image, c'est une méduse qui a été faite à Harvard et Caltech, il y a 2 ans. C'est une membrane de silicone sur laquelle des protéines, des nutriments ont été collés, et des cellules de cœur de rat vivantes. C'est-à-dire que là, on utilise le vivant. Les cellules musculaires, quand on envoie un courant électrique, elles se contractent. Hein. C'est automatique, ça. Et donc, il y a un courant qui est envoyé. C'est le premier robot bio-ionique au monde qui a été fait. Et c'est le courant électrique qui contrôle sa nage. Ça a été conçu avec le genre de choses que je vous ai montré tout à l'heure en virtuel. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait concevoir un robot qui marche comme ça, et puis vous avez vu les molécules, là, les gros éléments. Mais quand je parle de biologie synthétique comme application de développement, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Voilà, pour terminer, donc, je vais faire le lien avec le sujet de cette mémoire. Faire le lien avec les exposés qu'il y a eu. Donc, on a vu phylogénétique, ontogénétique, le fait de pousser, épigénétique, l'expérience, le vécu. Vous avez une définition en psychologie développementale. Donc, c'est tous les échanges bidirectionnels, c'est la structuration, perception, structuration qu'il y a eu. Et là, dont on parle, ce que vous voyez la plupart du temps, c'est intelligence artificielle. Avec ces deux approches, symbolique, c'est celle qui joue aux échecs, c'est programmé par l'homme. A plus grand que B, B plus grand que C, je déduis que A est plus grand que C. Donc ça, c'était comme ça qu'on programmait, les machines sont très fortes pour ça. Et puis la connexionniste, c'est celle qu'on trouve maintenant dans les systèmes les plus évolués, hein, ou constructiviste, c'est-à-dire que c'est l'environnement, c'est la donnée qui va construire la connaissance. Ce n'est pas l'homme ici qui donne la cognition. C'est l'environnement qui construit la connaissance. Et là, il y a des choses qui sont tombées dans le grand public depuis très peu de temps, hein, au moins de 2 ans. C'est les programmes Deep Learning, Deep Reinforcement Learning, avec entre autres l'inventeur qui est RD, je crois, Bruno Le Kuhn, qui était un parisien, qui vient d'être embauché il y a 2 mois chez Facebook. Et c'est HPMCLA, Cortical Learning Algorithm, c'est une boîte américaine. Nous, on a travaillé, on n'est jamais arrivé à faire marcher ça. Par contre, Google fait marcher ça très bien depuis peu de temps. Et comme tu disais tout à l'heure, Google a racheté en 2014 une boîte qui s'appelle DeepMind, une boîte anglaise, pour faire des algorithmes qui vont, pas comprendre, mais assembler de manière intelligente les interactions que font les hommes avec les espaces numériques. Les assembler. Alors, en gros, le principe, ça c'est notre cortex. La biologie fait des progrès énormes
depuis 5 ans. Il y a des nouveaux matériels qui permettent de savoir ce qui se passe au niveau des cellules, microscope atomique, GSMS, PCM, etc. C'est plus fort aujourd'hui l'évolution en biologie, en sciences en biologie, qu'en informatique dans les années 70, 80, etc. Donc le vivant, on va le manipuler. La biologie synthétique, c'est la manipulation du vivant. C'est les OGM qui ont très mauvaise presse à cause de certaines grosses entreprises. Mais le vivant, depuis 2 milliards d'années, ne fait que ça. Ça se recombine. Les virus recombinent les bactéries. Notre système immunitaire évolue en fonction des agressions. Voilà. C'est des évolutions génétiques qui font ça. Et notre mémoire, notre néocortex, qui nous différencie vraiment des primates, s'est développé. Les raisons, on ne sait pas. Mais il est organisé d'une manière très précise. Ça, il y a 6 couches de neurones. Notre cerveau, globalement, le néocortex, c'est 2 mètres sur 2 mètres, fois 3 mm d'épaisseur, 6 couches de neurones qui ont cette forme. Et ces neurones sont attaqués à travers les ganglions de la base, etc., par les sens, les perceptions. Même s'il y a des zones dans le cerveau, il est prouvé, quasiment prouvé, que n'importe quelle zone peut traiter n'importe quel signal, que ce soit du son, de l'odeur, du toucher, etc. C'est-à-dire que des patterns que l'on a depuis le fœtus, et tout au long de votre vie, vont configurer des formes là-dedans. Dès que le cerveau perçoit quelque chose, à peine je prononce un mot, votre cerveau, il a déjà, il a déjà projeté. Là, je regarde ça, je fais ça, je ne le voyais pas. Mais mon cerveau, tchac, parce que depuis tout petit, quand je lâche une balle, ça tombe. Si ça montait, j'aurais fait ça. On a créé des représentations des patterns spatio-temporels. Et le cerveau, il prend un petit bout d'information, il la complète, complétion du signal, et il prédit. Et il anticipe en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est quand il se plante, c'est l'illusion optique, c'est que vous attrapez une poignée la nuit, mais vous n'êtes pas chez vous, vous vous trompez. C'est un déséquilibre qui, au niveau artistique, est très intéressant. Ça demande à reconfigurer les schémas mentaux qu'on a de notre environnement. Ça va? Donc, a priori, ce néocortex, attention, on a des neurones ailleurs, on a des bactéries, on a les sentiments, les émotions, mais le néocortex, ça a l'air d'être une machinerie à prédiction en fonction de patterns. Et les neurones, on sait de manière très précise qu'un signal, un son, un apprentissage, ça va établir, ça va rompre certaines connexions. Ici, celle-là va être rompue et ça va créer des nouvelles connexions au niveau physique, parce qu'on peut l'observer, ça. Pensez bien qu'au niveau médical, et je pense que demain, il va y avoir des superbes démonstrations, il montrera des vraies images de ces petits dessins. Donc, l'algorithme Deep Learning, je termine là-dessus. Le principe, c'est que pour apprendre quelque chose, une image comme ça, nous on la voit globalement, mais en fait notre cerveau, il fait sur ces 6 couches, il fait ça, il en fait des convolutions, on appelle, et il établit des liens, des relations, mais ce n'est pas les points, ce n'est pas les contours, ce n'est pas les contrastes, c'est tout en même temps. Il en fait des niveaux, des sortes de vibrations qui vont se synchroniser. Et il va construire comme ça différents niveaux d'abstraction. Google a fait tourner son algorithme sur YouTube pendant je ne sais plus combien de temps, il décrit Larry Page, et son algorithme a trouvé la notion de chat, parce que c'est ce qu'il y avait de plus comme photo sur YouTube. Le reste, ouais. Donc, ces images, vous les avez, ça fait le buzz depuis peu de temps, c'est Deep Learning, ça s'appelle, c'est l'illustration de cet algorithme de Google. C'est-à-dire que la machine, elle a appris, ben, si on zoome là-dedans, elle a appris ces animaux. On lui a montré des milliers d'images d'animaux. Ensuite, on lui met une image de forêt, et elle y voit des animaux. Elle reconstitue les patterns, parce qu'elle prédit que c'est ça, en gardant ben, les formes générales. Un peu comme quand nous, on regarde des nuages, et puis on voit une vache, parce que à ce moment-là, il y a le pattern vache qui a émergé quelque part de mon... Ça, vous avez aussi, donc elles sont en ligne. Ça fait que depuis 2 ans que c'est sorti tout ça. C'est le Deep Learning, et ça c'est Deep Dream, le rêve de machine. Ce qu'on voit ici, c'est visualise certains niveaux d'abstraction de ces 6 couches. Donc là, c'était une image de galaxie, vous la voyez en haut, et ça, c'est ce que voit la machine. Son interprétation. Donc là, on n'est plus du tout dans les algorithmes d'échecs, A plus grand que B, je gagne tant de points, je ne fais pas ça. Hein, c'est plus du tout ça. Ce sont des systèmes connexionnistes, c'est-à-dire qui créent des patterns en fonction de l'apprentissage. Voilà. Et c'est ça qui fait dire à certains aux États-Unis, attention, ça va être plus fort que l'homme,
parce qu'on ne pourra pas maîtriser ce système quand il va prendre une décision par la suite, prendre une décision en fonction de son expérience. Mais son expérience, si c'est un programme qui se déplace sur Internet pour apprendre, comme dans les jeux vidéo maintenant, il y a des jeux qui vont être développés comme ça a commencé, ben, il y aura le programmeur, il ne sait pas ce qu'il y a eu comme expérience. Donc c'est une boîte noire derrière. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions derrière. Art par art, etc. Je termine, voilà, c'est le dernier. Voilà, ça vous avez une autre image qui illustre ça. Cette notion de plus haut niveau, cette mémoire qui ressort, cette prédiction de pattern. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut concevoir des systèmes extrêmement complexes, des machines, voilà, dans les années à venir, couplées à la biologie synthétique. Voilà. Merci.